On s'est déjà demandé pourquoi une discipline comme l'économie, qui se veut super scientifique, passe autant de temps à regarder dans le rétro. C'est un peu bizarre, non? On a l'impression que son histoire, c'est juste un grand musée plein d'idées, périmées. C'est une question assez étrange et vous allez voir, la réponse l'est encore plus. Allez, on plonge dedans. Ok, pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Direction 1969. C'est l'année charnière. C'est là qu'on crée le fameux prix de la Banque de Suède en sciences économiques. Bref, ce que tout le monde appelle le prix Nobel d'économie. Et là, bam! D'un coup, l'économie se retrouve dans la cour des grands, assise à la même table que la physique, la chimie. Elle gagne en quelque sorte son badge de vraie science. Oui, mais c'est justement là que ça coince. Imaginez un peu le tableau. Un étudiant en physique d'aujourd'hui qu'on forcerait à étudier les théories d'Aristote sur l'univers. Ce serait complètement absurde, on est d'accord? Ces idées, elles sont réfutées, enterrées depuis des siècles. Et pourtant, en économie, on demande aux étudiants d'étudier sérieusement des penseurs du XVIIe siècle. On parle de gens qui écrivaient à l'époque où l'alchimie, vous savez, transformer le plomb en or, c'était encore un sujet. Du coup, la question se pose et elle est légitime. Est-ce que toutes ces vieilles théories économiques ne sont finalement que de l'alchimie? Juste des tentatives un peu dépassées qui n'ont plus aucune valeur aujourd'hui? C'est ça, le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Bon, pour vraiment saisir ce qui rend l'économie si spéciale, il faut d'abord regarder comment une science, disons normale, fonctionne. Comment est-ce qu'elle avance, comment elle progresse. Et heureusement, on a un modèle assez clair pour expliquer ça. La pièce maîtresse de ce modèle, c'est un mot, le paradigme. C'est une idée du philosophe Thomas Kuhn. Alors, un paradigme, c'est quoi? En gros, c'est un peu comme le système d'exploitation partagé par tous les scientifiques d'un domaine à un moment T. C'est l'ensemble des règles, des méthodes, des théories sur lesquelles tout le monde est d'accord. La vision du monde qui fait consensus, quoi. Et d'après Kuhn, la science s'avance par étapes, un peu comme un cycle. D'abord, il y a une longue période de science normale. Là, les scientifiques résolvent des petites énigmes à l'intérieur du cadre accepté. Mais un jour, paf, ils trouvent une anomalie, un résultat bizarre que le modèle en place n'arrive pas à expliquer. Puis une autre et encore une autre. La tension monte et à un moment, c'est la révolution scientifique. Quelqu'un arrive avec un tout nouveau paradigme qui lui explique les anciennes données et les nouvelles. Et l'ancien modèle est jeté aux oubliettes. Et là, attention, c'est le point crucial. Dans les sciences dures, comme la physique, quand une révolution a lieu, c'est terminé. L'ancien paradigme est mort et enterré. Pour de bon. Plus personne aujourd'hui ne va sérieusement proposer de revenir au modèle où le Soleil tourne autour de la Terre. C'est fini. La révolution est irréversible. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, retour à notre cas d'étude, l'économie. Et vous allez voir qu'elle n'aime pas vraiment suivre les règles du jeu. Parce que ce qui est fascinant avec l'économie, c'est qu'elle ne marche pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. D'abord, il n'y a pas un seul grand paradigme, mais souvent plusieurs qui coexistent et qui s'affrontent en même temps. Et surtout, les révolutions ne sont jamais définitives. En économie, on voit un truc incroyable, des contre-révolutions. C'est-à-dire que des idées qu'on pensait complètement dépassées, enterrées depuis des dizaines d'années, peuvent tout à coup revenir sur le devant de la scène. On les dépoussière, on les modernise un peu et hop, elles redeviennent super importantes. En économie, on dirait que les morts ne meurent jamais vraiment. Ce qui nous ramène à notre grande question de départ. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette discipline en particulier n'arrive pas à tourner la page? Qu'est-ce qu'elle a de si différent? Alors, pour y voir plus clair, on va faire appel à un deuxième grand philosophe des sciences, Karl Popper. Et lui, il nous a donné un outil super puissant, une sorte de test, pour faire le tri entre ce qui est de la science et ce qui n'en est pas. Popper, il cherchait ce qu'il appelait le critère de démarcation. En gros, c'est la ligne rouge qui sépare la vraie science de la pseudo-science. Et sa conclusion, elle est brillante et un peu contre-intuitive. Il dit qu'une théorie n'est pas scientifique parce qu'on peut la prouver, mais parce qu'on peut prouver qu'elle est fausse. Je m'explique. Pour être scientifique, une théorie doit oser se mouiller. Elle doit faire une prédiction concrète, du genre « si je fais A, alors il se passera B ». Une prédiction qui peut être testée et qui pourrait, potentiellement, être contredite par une expérience. Si une théorie est tellement vague qu'elle explique tout et son contraire et qu'on ne peut jamais la prendre en défaut, eh bien pour Popper, ce n'est pas de la science. Et là, on met le doigt sur le problème fondamental de l'économie. La plupart de ces grandes théories ont énormément de mal à passer ce test de Popper. Pourquoi? D'abord parce qu'elles contiennent des affirmations qu'il est juste impossible de tester. Ensuite, elles parlent de lois tendancielles. Mais le monde réel est tellement complexe qu'il y a toujours des millions d'exceptions. Mais le vrai, le plus grand obstacle, le mur, c'est l'absence d'expérience contrôlée. Cette phrase résume ça à la perfection. On ne peut pas déclencher une crise économique en labo juste pour voir si une théorie est juste. C'est impossible. Pensez-y, un physicien, il peut isoler des variables, refaire son expérience 100 fois à l'identique. Un économiste, lui, il ne peut pas faire ça. Son seul laboratoire, c'est la société, c'est l'histoire. Et par définition, l'histoire, elle ne se répète jamais à l'identique. Ok, maintenant on a toutes les pièces du puzzle.
On peut enfin les assembler et comprendre le fin mot de l'histoire. La clé de tout, c'est donc ça, cette quasi-impossibilité de faire des expériences décisives, comme on éprouvait. Et la conséquence est logique. Comme on ne peut jamais prouver hors de tout doute raisonnable qu'une grande théorie économique est fausse, eh bien on ne peut jamais vraiment l'éliminer pour de bon. Elle peut perdre en popularité, être critiquée, mise au placard pendant un temps, mais on ne peut jamais la condamner définitivement avec la certitude d'un test en labo. Le résultat de tout ça, on le voit tous les jours. Aucun modèle de pensée ne domine jamais à 100%. Aucune vieille idée ne est jamais vraiment morte. Et c'est exactement pour ça qu'on peut voir deux économistes ultra respectés, qui ont tous les deux un prix Nobel, se contredire totalement à la télévision. Ils ne sont pas fous, c'est juste que leurs théories ne peuvent pas être départagées de manière définitive. Donc pour boucler la boucle et revenir à notre question de départ, est-ce que l'histoire de l'économie est un musée d'idées mortes? La réponse, c'est un grand non. En fait, il faut s'imaginer l'histoire de l'économie non pas comme un musée, mais plutôt comme une immense bibliothèque. Une bibliothèque vivante, peut-être un peu en désordre. Chaque grande théorie, chaque école de pensée, c'est un livre sur une étagère. Et en fonction du problème du moment, une crise, de l'inflation, du chômage, on va aller chercher un livre plutôt qu'un autre pour trouver des outils. Mais on ne brûle jamais les livres. Ils restent tous là, disponibles, prêts à être rouverts un jour. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question vertigineuse. Au fond, si l'économie est si différente, c'est quoi? Une science, oui, mais une science un peu à part, un art, ou peut-être quelque chose de totalement nouveau, entre les deux. La seule chose de sûre, c'est que le débat, lui, est loin d'être mort.